Choix. 98.1. Choix. Radio X. Oh my God, this is it. Marceau, le soir, avec Marceau. So awesome. Marceau, le soir. Radio X. Les commentaires de Maître Marc Bellemare du lundi soir, c'est maintenant. Maître Bellemare, vous êtes salué? Hey, comment ça va? En forme? Ça va bien. J'ai écouté dans les derniers jours de quelle façon la CAQ gérait la transition des maires à Québec et ça me fait bien rire. Ça nous en apprend pas beaucoup sur les politiciens. On le savait, ces gens-là, c'est des péripatéticiennes. Puis quand ils trouvent leur compte, ils y vont. Hein? Ben écoute, le nouveau maire, il a besoin de la CAQ un peu. Là. Oui, puis la CAQ a besoin du nouveau maire aussi. La CAQ a besoin du nouveau maire pour son élection d'octobre 2022. Ouais. Le nouveau maire, il commence, puis il n'est pas très expérimenté, mais il y a un gouvernement en haut de la côte, là, en haut de la côte, à même pas 1 kilomètre de l'hôtel de ville, puis le Parlement, c'est à côté, ça se fait facilement à pied. Mhm. La CAQ, c'est un gouvernement populaire. On a beau les aimer ou pas, là, il reste qu'ils ont quand même 70% de une taux de grosse satisfaction. Ouais. 70% de taux de satisfaction, c'est énorme. Mais j'imagine que c'est peut-être en raison du fait que les autres partis ne sont pas dans leur pic. Là. Et on regarde les libéraux, ça va pas très bien. Le Parti québécois, c'est un cheval mort qu'on essaye de réanimer depuis des années et des années. Ah oui. Puis tu as le parti le parti d'Éric Duhem, Parti conservateur du Québec, qui visiblement là, n'a pas encore annoncé ses couleurs là, partout au Québec. À Québec, ça fonctionne. Là, Ouais. mais Il y a 11%, je pense, Eric. Hein? Il y a 11%. Ouais. Ben, il y a à peu près la même affaire que Québec solidaire, ce qui est un exploit Ouais. pour un nouveau parti. Là. Sauf que Québec solidaire, il y a une tendance lourde, hein, parce qu'ils ont déjà des élus. Ça Oui. fait 3-4 élections qui sont là. Alors que le Parti conservateur, ben C'est clair sans son. Ben ça flotte beaucoup sur la pandémie. Faut trouver du contenu. Là, les gens sont à l'écoute, les anti-vax, puis les gens qui sont sceptiques par rapport à tout ce qu'on a comme mesures de confinement, puis mesures de restriction de liberté, ben ils sont du côté de M. Duhem. Mais Oui, mais c'est drôle qu'on croit que les anti-vax sont du côté d'Éric Duhem, alors que le chef, qui est Éric Duhem, est doublement vacciné. Là. ouais, Tout le monde doublement dans sa famille est vacciné. Oui, mais moi je connais des gens qui sont vaccinés doublement, puis qui sont contre les vaccins. Parce que si tu veux aller au cinéma, puis tu veux aller au restaurant, puis si tu veux aller voir des spectacles, ben, tu sois vacciné, ça ne veut pas dire que tu es pour les vaccins. Ouais. Moi, je ne fais pas... c'est une obligation pour rentrer dans n'importe quelle salle de spectacle, n'importe quel restaurant. À un moment donné, là, si tu n'es pas doublement vacciné, tu fais quoi? Là? Moi, tu fais quoi tes journées? Tu marches? Ouais, moi, je suis plus pro-choix. Là. Je pense qu'Éric Duhem, c'est un peu la même chose, là, Oui, pro-choix. Mais j'ai pas l'impression que tous les anti-vax sont du bord d'Éric Duhem. Puis j'ai pas l'impression que les gens qui sont justement pas anti-vax ne voteront pas pour Éric Duhem. Là. Éric Duhem, au côté économie, il y en a des bonnes idées aussi. Bien, il va falloir qu'il les mette en évidence. Comprends-tu? Il faudrait que les bonnes idées de fond sur l'économie, sur l'aide aux familles, les personnes âgées, l'environnement, il va falloir que ça prenne le dessus, au moins que ça soit égal à la pandémie. Parce que là, il y a un vote d'insatisfaction. Je pense que ça sert bien Éric Duhem par rapport à la CAQ, par rapport à toutes les mesures, privation de liberté, tout ça. Mais ces gens-là, il faudrait les garder, il faudrait qu'ils aient voté en octobre 2022. Ouais. Mais ils vont où, les antivax, d'après toi, s'ils vont pas au Parti conservateur du Québec? En fait, oui, effectivement, il peut y en avoir qui vont au Parti conservateur du Québec, mais je pense que les antivax, c'est pas juste des gens qui vont penser à ça. Il y en a qui vont regarder toutes les autres sphères de la politique, puis ils vont regarder les programmes. Moi, je pense qu'un antivax, là, il est pas nécessairement moins intelligent que les autres, puis il sautera pas sur le premier parti qui est anti-vaccin. Non, ils vont plus loin que ça. Là. Ouais, tu as les gens qui sont sceptiques par rapport au vaccin, mais qui ne sont pas nécessairement contre, mais qui trouvent qu'il n'y a pas assez de démocratie autour des mesures de confinement, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de débat démocratique, qui trouvent qu'il n'y a pas assez de réponses aux questions qui se posent par rapport aux enfants, par rapport aux femmes enceintes, par rapport aux personnes âgées, tout ça, les mesures au niveau des voyages. Mais ce que je veux dire, c'est que si demain matin, il y avait une élection, Éric Duhem aurait pas mal de votes. Mais si la pandémie se résorbe tranquillement, puis moi j'ai l'impression que le gars, il est pas fou, là, tu sais, à un moment donné, il va bien voir que 2022, c'est une année importante. Check bien, mars, avril, mai, là, il va lever beaucoup de mesures. Probablement qu'il n'y aura pas le temps d'y remettre avant l'automne, même s'il y a une 5e vague. Et ça va être un enjeu électoral important, parce que si les gens sont en colère, ils vont aller voter. S'ils sont pas en colère, peut-être qu'ils iront pas. Et dites-vous que c'est un ancien politicien qui vous le dit. Et
Voilà. Très court quand même. Ce soir, on parle de testament, Maître Bellemare. Ben oui, c'est ça. Alors, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir parce que moi, je rencontre souvent des gens au bureau ici qui viennent me voir par rapport à des testaments qu'ils veulent contester. OK? Ah, mon père, il a tout donné à sa nouvelle blonde, il la connaissait à peine, puis il m'avait promis le chalet, mais dans le testament, il a donné le chalet à sa nouvelle blonde, puis etc. Fait que là, on a tendance à mesurer les données du testament par rapport à ce que monsieur ou madame avait dit de son vivant. Alors qu'on sait très bien qu'au moment où tu fais un testament, mais tu regardes ça froidement, puis tu te dis, bon, ben là, ça va là, puis tu essaies d'être équitable, comprends-tu? Tu essaies d'être équilibré par rapport à tes enfants, par rapport à tes nouvelles flammes, par rapport à tes adversaires, etc. Il y a aussi le fait que c'est pas parce qu'un testament est stupide qu'il est pas bon. T'sais? Tu peux pas dire, mon père a donné la moitié de ses biens à l'Action démocratique du Québec, ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule de donner ça à un parti politique ou donner ça à la SPCA ou donner ça aux témoins de Jéhovah. C'est pas parce que c'est stupide que c'est nécessairement invalidé. Alors, le juge ne commencera pas à regarder si ça a de l'allure, le testament. C'est sûr que ça peut être complètement fou, mais il peut avoir décidé, lui, de tester dans telle ou telle direction. Alors, les deux motifs principaux pour faire annuler un testament, d'abord, c'est l'incapacité mentale de la personne de faire, de consentir. C'est sûr que si tu peux prouver qu'au moment précis où il a signé le testament, il était fêlé, il était porteur d'une maladie neurologique importante, il avait perdu son jugement, il avait perdu son discernement, à ce moment-là, tu vas obtenir que le testament soit annulé. Mais ça, c'est pas facile, hein? D'autant plus qu'au moment où tu fais ton testament, il y a toujours un notaire. Le notaire, c'est un officier de justice, puis c'est un homme ou une femme expérimentée. Il est en mesure de vérifier le consentement, comprends-tu? C'est sûr qu'il n'est pas médecin, mais le notaire va témoigner en cours, il va dire, moi, j'ai trouvé que ce monsieur-là était de bonne humeur, puis il me parlait, puis j'ai tout lu ça comme il faut, puis il était accompagné de sa fille, il était accompagné de sa voisine, etc. etc. Il va émettre une opinion, puis c'est difficile. C'est sûr qu'il peut être porteur d'une maladie psychiatrique importante qui ne paraît pas nécessairement pendant l'heure ou les 2 heures où il va passer chez le notaire. Mais c'est sûr que aussi ça prend une preuve solide, puis souvent c'est des experts qui vont déterminer ça, puis dans le doute, le juge va maintenir le testament. L'autre raison, c'est ce qu'on appelle la captation. Alors, la captation, trompez-vous pas, c'est pas un enlèvement, là, c'est pas un kidnapping, on n'a pas capté le monsieur, là. Mais la captation, c'est un principe en droit qui veut dire qu'on a induit le testateur en erreur, ou qu'on a essayé d'influencer de façon malicieuse son consentement. Par exemple, si tu peux prouver que le monsieur il est consentant, il est sain d'esprit, mais on a dénigré systématiquement ses enfants. Comprends-tu? Oui. Ou bien on a bloqué sa correspondance pour l'empêcher d'avoir accès aux lettres qu'il lui envoyait, ou on a trafiqué son ordinateur pour empêcher des personnes d'être en contact avec lui, notamment ses enfants, ou on l'a empêché de recevoir de la visite, ou etc. Ça, c'est évidemment, ça peut se prouver aussi. Et le juge pourrait dire, bien finalement, on a privé cet homme-là ou cette femme-là de toutes les données qui lui permettaient d'exercer librement ses dernières volontés et de décider où allaient aller ses biens. Alors ça, on appelle ça la captation. C'est aussi un principe qui est reconnu par certains jugements. Et il y a déjà des testaments qui ont été barrés là-dessus. Puis aujourd'hui, avec l'éclatement des familles, puis les familles reconstituées, puis les nouvelles blondes, les nouveaux chums, c'est une situation qui risque de se présenter de plus en plus, je pense bien. Puis les gens vivent de plus en plus vieux, mais de plus en plus malades aussi. Alors, voilà, ce sont les deux principaux motifs là, qui peuvent amener un juge à annuler le testament. Mais avant d'attaquer un testament, il faut être ferré, puis il faut s'attendre aussi à ce que les gens que vous visez par votre procédure ne vous parlent plus, hein, parce que c'est des chicanes absolument épouvantables. On s'arrache la tête devant le tribunal, puis c'est certain que si votre famille n'est pas pire, puis que grand-papa est parti, puis que les gens sont quand même positifs dans leur attitude, des fois, c'est peut-être mieux de ne pas prendre de procédure comme ça si vous voulez garder des bons liens avec le reste de la famille. Mais si c'est vraiment quelque chose de grave qui s'est produit, bien là, foncez dans le tas. Ben, en même temps, il y a des familles qui se détruisent pour 150$ ou pour une paire de bouts d'oreilles qui appartenaient à la mère, là. Oui, mais je vais te dire, des successions, des testaments problématiques, c'est terrible. Et une chose qu'il faut savoir, c'est... As-tu un testament, toi, Yann? Ben, moi, je l'ai fait quand mes 2 gars sont nés. Je l'ai fait juste avant de partir en voyage dans le sud. Bon, c'est ça. Ben, tu sais, ça, c'est impossible à revenir. Ça, là,
pense aux gens qui vont te succéder. Ouais. Pense pas à toi. T'sais. Moi, j'ai un de mes amis qui m'a dit il n'y a pas longtemps, moi, je n'ai pas de testament, ils font bien ce qu'ils voudront. Regarde, ça, là, c'est carrément irresponsable. As-tu des biens? As-tu une maison? As-tu un char? As-tu un petit compte de banque? As-tu quelques objets de valeur? Si oui, prends-donc la décision, puis aie le courage de le faire, parce qu'autrement, ça risque de chicaner, puis là, tu vas provoquer l'éclatement de ta famille, puis c'est pas ça que tu souhaites, hein? Oui. Pour ce qui est des gens qui décèdent là, puis qui ont des testaments ou qui en ont pas, c'est le rôle de qui d'essayer de retracer les survivants? Ah, mais c'est le notaire d'habitude qui fait ça. OK. Puis dans le cas où, je sais pas, moi, Brendan avait un père, puis il s'entendait pas nécessairement avec son père, puis là, 10 ans, son père est mort, puis lui, il savait que son père est mort, mais il a jamais été, puis il sait pas ce qui s'est passé avec le testament et tout ça. Brendan se réfère à qui? C'est une question de Steve? Oui, notamment, la plupart du temps, c'est les notaires, parce que quand tu fais un testament, il y a 3 sortes de testaments. Là. Il y a le testament holographe qui est écrit et signé de ta main. Il y a le testament dérivé de la loi d'Angleterre qu'on appelle, qui peut être fait par un avocat avec 2 témoins. Puis il y a le testament notarié qui est la formule privilégiée. Les testaments qui sont faits par les avocats et par les notaires sont enregistrés. Oui. Les uns au barreau pour les avocats, puis les autres à la chambre des notaires. Alors, dès qu'il y a un décès, il fouille sur l'ordinateur, puis il trouve tout de suite le testament que tu as fait devant le notaire. Mais si c'est un testament holographe que tu as mis dans tes poches, puis que personne ne sait où ce qui est, bien là, personne ne va le savoir. Mais si tu meurs avec un testament holographe écrit de ta main, il faut que tu saches qu'il y a quelqu'un de confiance qui va pouvoir le sortir le jour venu. Alors, à ce moment-là, c'est le notaire qui va regarder qui hérite, puis là, il va les retracer, les gens. Puis s'il ne retrace pas, il va faire une autre répartition. Il y a des mesures dans le Code civil là-dessus. Mais tu sais, ça coûte un certain montant, là, se faire un testament. Là, pas grand-chose. Conjoint, pas grand-chose. Ça dépend pour qui. Là. Moi, je trouve que ça coûte un certain montant, mais après ça, tu te sens libéré parce que le notaire te pose des questions auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ben oui, il va te questionner, lui, puis il connaît la loi, puis il va dire, écoute, si tu fais pas de testament, ça va aller à un tel. Exact. Fait que là, tu dis, ouais. Puis là, tu dis, là, il va te demander de faire un inventaire. Puis ça, c'est-tu payé? Ça, c'est-tu pas payé? T'as-tu des dettes? Fait que là, il va te forcer à faire un certain exercice. Puis là, il va t'amener, il va dire, à qui tu devrais donner ça? Puis si tu donnes ça à un, qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Puis tu vas réfléchir. Puis ça va te coûter, je sais pas, 500-600$ peut-être. Un testament simple, là, si t'as pas des grosses affaires compliquées, là. Ça se magasine aussi, les tarifs pour un testament. Tu peux appeler 2-3 bureaux de notaire, puis tu devrais avoir ça pour quelque chose de pas trop coûteux. Puis est-ce que, mettons, tu fais ton testament, ça te coûte 500-600$, mais 2 ans après ton testament, tu t'achètes un chalet, et là, tu retournes à ton testament, y a-tu des frais pour modification, des choses comme ça? Oui, il y a des frais pour des modifications. Okay. Puis tu peux faire aussi des modifications écrites à la main. Okay. Mais on conseille des testaments. Si tu es un adulte, tu as un bon revenu, tu as une job steady, puis tu accumules des biens, normalement, on conseille de faire un testament, de le reviser à peu près tous les 2 ans. En tout cas, c'est ce que les notaires suggèrent, mais maximum 5 ans. Là. Mais ça passe vite. Hein? Ouais. Mais si tu as un bébé à un moment donné qui arrive, là, tu sais, c'est une séparation, tu changes tes affaires. Ça va plus ou moins bien avec tel ou tel enfant, mais tu peux changer aussi tes affaires. Puis voilà, on est souvent un peu plus riche qu'on pense, hein? Parce qu'on accumule des choses. Tu as un rire, tu as une deuxième voiture, tu as 2-3 TV, tu as quelques épargnes, puis à un moment donné, tu te dis, coudonc, faut que je pense à distribuer tout ça équitablement. Tu peux envoyer ça à Marc Bellemare aussi, parce que si tu sais pas à qui le donner, mets mon nom, puis... Bellemare, un R, hein? Trompe-toi pas. Voilà. Maître Bellemare, là, vous allez me faire mentir parce que là, 2 semaines ou 3 semaines, il y a un de mes élèves au collège qui a commencé à me parler de cette affaire-là. Puis j'ai dit, tu sais, honnêtement, puis là, il faisait une émission style choix. J'ai parlé de ces sujets-là à choix. On est plus ou moins ouvert à ça. Vous voulez me parler de théâtre et de fumer la cigarette? Oui. Tu le sais, le débat, là. Oui. Tu le sais, le débat, hein? C'est un juge que... Écoute, moi, j'aime beaucoup les artistes. Je collectionne des œuvres d'art. Je suis un amateur d'opéra, de théâtre, tout ça, mais j'ai un petit peu de difficulté. Je sais qu'il y a 3 salles de spectacle à Québec qui ont décidé de contester un ticket pour un acteur qui allume une cigarette sur scène. Je pense que c'est au Trident que ça s'est passé. Je suis pas sûr, là. Il me semble que ça se passe au Trident. Et ils ont contesté en disant que ça va contre la liberté d'expression. Mm-hmm. C'est sûr que la liberté d'expression, c'est un droit consacré, notamment par la Charte fédérale, là, l'article 2B, qui dit la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression.
Puis souvent, il y a par exemple, des règlements municipaux qui ont été cassés parce que ça empêchait des manifestations puis de s'exprimer dans la rue. D'autres Mike Ward à la Cour suprême, là, la liberté d'expression, la Cour suprême y est allée pour expliquer jusqu'où ça allait, puis etc. Puis ça va assez loin, merci. Même plus loin que d'aucuns auraient pensé. Mais là, ici, on dit, tu as le droit de fumer sur la scène, tu sais. Alors, moi, je suis un anti-tabac total, là, puis je pense que c'est pas bon pour la santé. Je sais pas, il me semble que j'ai lu quelque chose là-dessus déjà. Puis donner l'image d'une personne qui fume sur une scène, moi, je trouve que c'est pas une bonne idée. Maintenant, si le fait de fumer pour l'acteur, c'est quelque chose, je sais pas, moi, si ton acteur, lui, il essaie de s'affranchir du tabac, puis c'est son rôle, puis son image, son personnage sur la scène, mais c'est d'arrêter de fumer, peut-être, un peu, là, mais j'ai pas l'impression que c'était le cas dans la pièce en question, là. Alors, le juge a dit, non, je vois pas en quoi le fait de fumer serait un élément central du contenu artistique, théâtral de cette pièce-là. Et le juge a refusé. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont en appel là-dessus. Es-tu au courant? Ils ont-tu contesté ça quelque part? J'ai pas entendu d'autre chose par rapport à ça, mais honnêtement, là, on sent sac-tu qui fume ou pas. Toi, t'aurais laissé faire ça. T'aurais dit, si t'avais été le juge, t'aurais dit, oui, c'est un acte d'expression artistique. Moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Là, j'aurais peut-être dit, y a-tu une autre solution alternative qui pourrait faire en sorte que quelqu'un qui désire mettre dans sa pièce de théâtre quelqu'un qui fume, on peut-tu avoir une genre de cigarette faussée qui fait de la boucane? C'est ça que le juge a dit. Il a dit, on peut avoir des méthodes alternatives. On peut croire au spectateur que le gars est en train de fumer, etc. Écoute, moi, je pense que si ce jugement-là était attaqué, contesté, en Cour supérieure, en Cour du Québec, je ne sais pas devant quel tribunal ça pourrait se faire, mais si ce jugement-là était attaqué, ça pourrait être renversé. Puis d'ailleurs, Serge Lemoine, qui est au Musée national, là, tu sais, Serge Lemoine, là, tu le connais, l'artiste, là, il est au musée actuellement. Là, il fait du Ken Dryden, puis tous les tableaux relatifs aux années glorieuses du Canadien de Montréal des années 70. Là, il est au musée actuellement. Un artiste peintre, là. Non, mais lui, il avait une maison à Actonville. Oui. Puis c'était une maison tout croche qu'il avait peinte de l'extérieur. Lui, il considérait que c'est une œuvre d'art. La Ville a fait des requêtes en Cour supérieure pour faire démolir la bâtisse. La Cour supérieure a dit non, c'est une œuvre d'art. Fait qu'il a pu garder sa bâtisse. OK. Mais lui, il est décédé. Déjà une vingtaine d'années, mais c'est ça la liberté d'expression. Ça va assez loin. Là. Il est décédé en 98, là. Il est décédé, mais là, il y a une magnifique exposition d'ailleurs, puis tous ceux qui aiment le hockey, puis qui aiment l'art, puis c'est des magnifiques tableaux, c'est très beau. Ouais. Mais ça, c'est un exemple, c'est une jurisprudence, c'est un jugement qui a déjà été rendu. Pour dire que c'est un débat, moi, que je trouve fascinant. Maintenant, si ça fait partie du concept, tu sais, comme un livre, à un moment donné, là, il n'y a pas un gars qui a été acquitté il n'y a pas longtemps, là, parce qu'il y avait un livre, là, puis il y avait du contenu explicite. Pornographie infantile. C'est ça. Finalement, il est acquitté parce que le juge a dit c'est une œuvre d'art, parce que c'est de la littérature, c'est un livre, c'est une histoire. Faut arrêter de confondre la théorie avec la réalité. Alors, il a été acquitté. Alors, ça pourrait bien être le cas ici, mais je trouvais ça intéressant comme idée. Mais toi, finalement, tu aurais acquitté le trident puis tu aurais dit oui, vous avez le droit de fumer sa scène. Moi, je ferais un bien piètre juge parce que les causes, ils dureraient pas longtemps, Maître Bellemare. Honnêtement, je comprends qu'il faut que les juges se basent sur la loi, là, mais en même temps, des fois, se baser sur le gros bon sens, ça peut avoir du sens aussi puis ça coûte pas mal moins cher. Que quelqu'un soit seul sur une scène puis qu'il décide de sortir une cigarette... est-ce que c'est si outrageux que ça? Est-ce que cette personne-là aurait pu sortir une cigarette électronique qui fait de la boucane? Est-ce que le geste est le même? Est-ce que les gens dans la salle vont avoir le goût de fumer la cigarette? Est-ce que les enfants qui sont dans la salle vont dire « Hey, il est donc bien cool, lui, je veux fumer en sortant. » Moi, non, mais le fumeur qui n'a plus le droit de fumer dans un restaurant puis dans un bar, tout ça, là, il va te dire « Ouais, mais si le gars, l'acteur, il a le droit de fumer sur la scène, pourquoi moi, j'aurais pas le droit de fumer au restaurant puis un peu partout? » Qu'est-ce que tu y réponds, ce gars-là? C'est la vie. Tu dis, fais du théâtre. Deviens comédien, fais du théâtre et fume. Ah! C'est bon. Mais là, tu rends des centaines de jugements tous les soirs, Yann. Vous feriez pas d'argent avec moi. Feriez pas d'argent avec moi, M. Bellemare. Tu rends des jugements sur plein d'affaires parce que tu dis ça, puis c'est super. C'est pour ça que les gens t'écoutent. C'est intéressant. Oui, mais j'ai pas votre expérience. Oui, mais c'est ça. Vous êtes un homme d'expérience qui connaissait la loi. Moi, je suis plus...
Un homme d'expérience. Non, point. quelqu'un qui divertit. Ah, OK. C'est ça. Je me vois comme ça. Un homme de théâtre. Un homme de Justement, théâtre. il y a une cigarette dans la Ouais. bouche maintenant. Maître Bellemare, on parle de dossier de crédit ce soir. Oui, dossier de crédit, c'est parce que j'ai un client à un moment donné qui est venu me voir, puis lui, il avait fait une demande à une caisse populaire pour un prêt. Puis à un moment donné, il s'est fait dire qu'il avait fait faillite. Puis là, il dit, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais fait faillite. J'ai eu des problèmes financiers. J'ai passé proche de faire faillite, mais j'ai pas fait faillite. Fait que là, j'ai dit, on va faire venir ton dossier de crédit. Les dossiers de crédit, les bureaux de crédit au Canada, là, c'est Equifax puis TransUnion. Tu sais, essentiellement, là, c'est des grosses compagnies. Puis eux autres, ils accumulent plein d'informations sur toi. Ils donnent de l'information à toutes sortes de monde, surtout les banques, les caisses, attends un petit peu, je les ai toutes ici de la liste, là. Les sociétés de location quand tu loues un char, là, les compagnies de cartes de crédit, fournisseurs de services, les détaillants, etc. Et tu peux avoir une copie de ton dossier de crédit. Par exemple, tu peux demander à Equifax de t'envoyer le dossier de crédit parce que c'est certain qu'il y en a un sur toi. Si tu as déjà une carte de crédit, si tu as déjà fait une demande de prêt, c'est certain qu'il y a un dossier de crédit. C'est sûr que si tu demandes du crédit et tu l'obtiens assez facilement, puis on te demande simplement tes revenus puis on te l'accorde, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui cloche, puis qu'il y a des éléments négatifs dans ton dossier de crédit parce que tu as fait 2-3 chèques pas de fonds dans ta vie ou parce qu'à un moment donné, tu as retardé un peu trop pour payer telle affaire, à ce moment-là, tu peux obtenir ton dossier de crédit. Sur simple demande, tu acquittes des frais, puis ils ont 30 jours pour te l'envoyer. C'est très facile. C'est une formule qu'on peut retrouver en vertu de la loi sur l'accès à l'information, là. Ce sont des informations qui sont faciles à obtenir. Voilà. Gain au poker, est-ce que c'est imposable, oui ou non? Ma réponse, c'est que si c'est pas un travail, ce n'est pas imposable. Et si c'est un travail, comme Brandon fait à tous les soirs où il se met sur les tables de poker sur Internet et il gagne des milliers de dollars, Exact. il doit être imposé là-dessus. Mais c'est pas juste, ça. Désolé, Hey! Maître Bellemare. Non, mais regarde, tu travailles, là. Ouais. Tu travailles à soir, là, OK? Ouais. Oui. Ben là, tu vas payer de l'impôt sur ton revenu, là. Ah oui. Ben oui. Bon, alors, puis tu travailles fort, là, puis tu vas sortir tard du studio, là. Mhm. Alors, l'autre, là, lui, là, il a gagné, comme là, ici, là, c'est à eux autres que l'ARC, l'Agence de Revenus du Canada, là, Impôt Canada, finalement, là, il réclame à Philippe Dauteil qui a généré 5,1 millions au poker. L'autre, c'est Antoine Bérubé, 3,2 millions, 1,7 million pour Martin Fournier-Giguère, mais Duhamel n'est pas là, d'ailleurs. Je ne sais pas si lui a payé ses impôts. Mais écoute, c'est des gros montants d'argent, là. Mais ils sont donc bien bons pour gagner de l'argent de même. Oui, mais il y a une stratégie derrière ça, Maître Bellemare. Là, dans le dossier d'un des individus, sa stratégie, il y avait même des programmes pour l'aider. Il déterminait qui étaient les piètres joueurs, puis après ça, ben, il jouait contre eux pour les flouer, en fait. Ah bon, mais en tout cas, il reste qu'ils ont gagné de l'argent beaucoup. Ouais, c'est ça. Dans le temps, ça se faisait, Maître Bellemare. Si vous étiez bon au billard, là. Ouais, j'étais bon, certain. On mais- allait au bar, on gageait 20$, 30$, 40$. Le but, c'était d'être poche au départ. Fait que là, les gens voulaient embarquer avec toi puis ils gageaient plus cher. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais pour les arnaquer. là. Puis une fois qu'il y avait 50$ à la table, ben là, je devenais professionnel. Eh ben. Il fallait que tu en rentres des boules de billard pour ramasser 5,1 millions. là. Mais les joueurs de poker, c'est ça. Un des trois individus, c'était sa stratégie. Il y avait un programme pour l'aider à identifier les piètres joueurs. Puis après ça, ben lui, il avait une bonne connaissance du poker. C'était un bon joueur de poker. Puis après ça, il embarquait contre ces individus-là, ces tables. Puis il réussissait à les flouer de cette façon-là. C'est une arnaque, mais c'est une arnaque qui est légale. Beaucoup d'argent, là, par exemple. Ouais, c'est c'est pas ça, un coût de mais 50$. 3 contribuables, et il demande 25 le fédéral. Je sais pas comment il calcule ça, là. Je savais pas que c'était un 25 il y a des gains. Ça a l'air qu'il y a un taux fixe, là, parce qu'il réclame 25 je sais pas si ça s'est négocié comme ça ou si c'est la loi qui le prévoit. Mais 25 c'est quand même pas si pire parce que, tu sais, à 5,1 millions que tu gagnes sur un revenu, là, c'est pas 25 que tu vas payer, c'est 52, 54 Le fisc demande aussi qu'il paie une pénalité de 50 sur ces sommes pour ne pas les avoir déclarées. Mais comment tu peux ne pas déclarer 5,1 millions? Ben, il a essayé de le faire. Là, parce qu'il n'y a pas de bon sens. C'est un travail. Là. Il l'a pas caché, mais il l'a pas déclaré à l'impôt. Alors, la pénalité totale, c'est environ 1,25 million. Fait que la cause a été entendue au mois de septembre, la Cour canadienne de l'impôt. Ça va être intéressant de voir ça parce que je ne sais pas ce qu'ils vont décider. C'est quand même des gros montants. Et là, c'est sûr que c'est Ottawa qui plaide la cause. Là. C'est l'ARC, l'Agence de revenus du Canada, qui veut ramasser 3,75 millions au total.
Et après ça, c'est Québec qui va se pointer, tu comprends-tu? Eux autres, ils attendent que le fédéral fasse la job. Après ça, eux autres, ils sont à côté de sa barrière avec leur facture. Il y a Stéphane qui m'écrit, Maître Bellemare, il dit « Salut, j'ai participé à des tournois de poker à Orlando et les bourses étaient imposables aux États-Unis. Pour ce qui est des résidents canadiens, c'était imposable à 30 ». Bon, ben écoute, en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que, tu sais, une question d'équité fiscale. Bon, il y a certaines choses qui sont pas imposables, mais je vois pas pourquoi. C'est surtout si tu fais... Probablement que les gars, ils disent, on a fait une pause parce qu'on a été chanceux. Moi, je fais une différence entre tu t'en vas à Vegas, puis tu gagnes le jackpot, puis tu reviens de là avec 300 000 piastres. Tu es un joueur, tu t'amuses, c'est un loisir, 300 000. OK, bon, je pense que là, tu payes pas d'impôts. Mais si tu en fais une activité organisé, articulé, avec un système, puis tout ça, puis tu joues beaucoup, mais là, il me semble que ça peut ressembler quasiment à une petite job, là, tu sais. On me dit que les bons joueurs de poker ont le même genre de logiciel que je parlais tantôt, là, c'est-à-dire pour identifier les piètres joueurs, pour pouvoir les flouer plus rapidement. Ben, je veux dire, si tu veux faire plus d'argent rapidement, c'est la stratégie à adopter. Ouais. Ben, de toute façon, là, l'impôt, c'est toujours la même affaire, tu le sais, hein? Ils perdent une cause, ils changent la loi. Ils perdent une cause, ils changent la loi. Ils perdent une cause, ils changent la loi. Ça veut dire que s'ils perdent ça, là, puis s'ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent, je peux t'assurer que fédéral, provincial, tu vas avoir un petit bill omnibus à un moment donné qui va sortir. Il va y avoir une disposition sur la loi de l'impôt, puis ils vont changer la loi pour la mettre à leur goût. Mais là, ils font un test, ils demandent au juge de leur donner raison. Mais c'est pas vrai que le fédéral, s'il perd sa cause pour ce 5,1 millions-là, qui ne bougera pas pour l'avenir parce que des joueurs de poker, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup d'argent là-dedans. Ils se sont aperçus de ça, puis ils vont faire une loi qui va leur permettre dorénavant d'imposer ces gains-là. Là. En même temps, ils vont être capables d'utiliser un genre de programme qui va faire en sorte qu'eux vont être au Canada, puis le jeu de poker va détecter qu'ils sont en Chine, mettons, là. C'est sûr qu'ils vont trouver un moyen de diversion, pas mal certain. Ouais, c'est en fonction de ton lieu de résidence. Hein. Si tu es résident ici, tu payes tes impôts ici, même si c'est des gains que tu as gagnés à l'extérieur. Oui, je sais, mais elle va dans le cas où la personne joue ici, Maître Bellemare, là. Ouais. Puis elle a un programme qui masque l'adresse IP, puis qui prend une adresse IP, je sais pas, moi, du Burkina Faso, là. OK. Ben, le gars, il joue ici, mais il a une adresse IP du Burkina Faso, puis il encaisse ses gains, puis Revenu Québec ne saura jamais ça, là. Ouais, il pourrait s'associer avec notre gars qui est au Congo, qui dit, là. Avec Paul Mukendi. Avec Paul Mukendi. Mais savez-vous quoi? Ouais, c'est le temps de faire des gains au poker pour Mukendi, là. Mais savez-vous quoi? Mon seul ami qui m'abandonnera jamais, Maître Bellemare, m'a envoyé 2 lettres aujourd'hui. J'ai été vérifié par le fisc québécois. Le fisc québécois. Bon, c'est la même affaire. J'ai été vérifié par le fisc québécois pour 2020 puis 2019. J'ai eu une lettre de ça. OK. Oui, ils m'ont dit, finalement, vous ne devez pas une scène. Non. Vous êtes trop C'est bon. bonne nouvelle. Mais ils t'en redonneront pas, là. Non, c'est ça, mais est-ce qu'ils sont obligés de nous envoyer ces lettres-là quand ils nous vérifient et ils trouvent rien? D'après moi, c'est vrai. D'après moi, oui. Okay. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais d'après moi, oui. Vous, ça vous est jamais arrivé, puis moi, ça m'arrive? Ça m'est jamais arrivé. Ben, moi, j'ai eu déjà des lettres de l'impôt qui disaient, ben là, vous avez fait telle déclaration, pouvez-vous nous envoyer des reçus pour telle affaire, telle affaire. Je leur envoie les papiers, puis c'était correct. Là, ils m'ont vérifié pour 2020-2019. Fait que, bon, tant qu'ils ne remontent pas en 2018, je suis correct. Ouais, Salut, Maître Bellemare. Ben, bravo, alors, bonne soirée. Salut, bye-bye. Bye-bye. Des dossiers de CNE-SST, des dossiers d'IVAC, des dossiers de SAC, bellemaravocat.ca. Courte pause, on vient. Marceau, le soir. Radio X.